Donc, j'ai pensé bon vous ramasser des observations que j'ai faites dans le SEG, mais strictement en 2019. Il y a des essais qui durent sur 2 années, des fois 3 années. Fait que des fois, je vais revenir un petit peu en arrière, mais je vais vraiment faire le focus sur les observations que j'ai faites en 2019 dans le SEG. Puis, mes clients qui sont dans la salle, vous l'avez déjà vu, fait que vous pouvez quitter. Je vous invite. Non, c'est une joke, là. Mais c'est du matériel que j'ai présenté à ma clientèle au mois de décembre. Seigle, floraison. Le seigle, c'est vraiment une culture à multiples facettes, là, puis je pense que c'est important que les gens soient au courant que c'est vraiment une culture qui a plusieurs aspects. Évidemment, on connaît le grain. D'ailleurs, dans le club, ça fait 2 ans qu'on fait des essais de variété. On va juste avoir besoin d'un hiver clément à un moment donné pour avoir des résultats, là, mais seigle hybride, seigle traditionnel, fait que c'est des choses qu'on regarde. Là, cet après-midi, je vais plutôt insister sur le seigle comme fourrage. Fait qu'on va revenir sur le volet fourragé dans les prochaines diapos. Il y a aussi, dans l'État de New York, en tout cas dans les années 90, quand j'ai commencé avec mes clients, là, il y avait dans l'État de New York quelqu'un qui faisait de la paille avec du seigle d'automne, qui laissait passer la floraison. Il laissait bien, il ne se rendait pas en grain, il fauchait ça, puis il produisait de la super paille de qualité pour les chevaux. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas. T'sais. On se dit, on le fauche en fourrage, mais il y a peut-être, si on le laisse aller un petit peu plus, bien, on peut faire de la paille avec ça. Je n'embarquerai pas là-dedans parce que ce n'est pas une pratique avec laquelle je suis familière. L'autre pratique, bien entendu, c'est pour contrôler des mauvaises herbes. On pense souvent au soya, donc avec la technique du rouleau crêpeur. Je vais en parler un petit peu tantôt. Et aussi, je vais insister un petit peu tantôt sur le seigle d'automne semé au printemps comme intercalaire dans le soya. Je vous le dis, on n'a pas réussi, mais ça va marcher, mais pas dans les 2 dernières années, mais on va y arriver à Daniel. Fait que ça, c'est donc des observations qui ont été prises chez mes clients ici. Là, Normand Breton, il est là. Jean-Yves Robidoux, il est là. Daniel Gay, il est là. Puis Alexis, bien, vous l'avez vu tantôt. Donc, avant tout, il faut savoir que le seigle, il commence à se décliner sur différentes appellations. Il y a évidemment les seigles d'automne traditionnels que vous connaissez, Danco, Gautier, Hazlett, tout ça. Des variétés qui sont traditionnelles. Il y a aussi de plus en plus qu'on trouve sur le marché, il y a les seigles d'automne hybrides. Et là, bien, c'est tous des noms qui finissent en O. Hein? Fait que, sauf Danco, mais Gutino, Gattano, Bono, tu sais, les semenciers. Ça, c'est comme Progrin puis ces derniers soya qui finissent en A tout le temps. C'est fatigant, ça. Il manque de créativité un peu là-dedans. Enfin, le seigle d'automne hybride, c'est des croisements. On ne peut pas réutiliser la semence, mais on présume, en fait, c'est assez bien documenté, il y a quand même des augmentations de rendement supérieures au seigle traditionnel. Par contre, la semence est plus coûteuse, mais habituellement, on recouvre assez bien nos coûts. Les seigles hybrides ont vraiment une architecture différente des seigles d'automne traditionnels. Ça a l'air, je ne sais pas si Roselyne est là, ça a l'air de la grosse digitaire. Tu sais, ça pousse écrasé à terre, ça occupe le terrain, c'est moins haut. C'est vraiment une architecture très, très différente. Fait que je sais que le CETAB a fait des essais de rouleau crêpeur sur du seigle hybride. J'aimerais en entendre parler un jour parce que je n'étais pas trop sûr du choix du seigle hybride là-dedans, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Et ce qui est nouveau depuis cet automne, c'est qu'il y a du seigle d'automne hybride fourragé. Alors là, le seigle d'automne hybride fourragé, c'est donc aussi des hybrides, mais dont la paille est costaude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous, on va dans un champ de seigle, c'est haut de même. Là, tu rentres dedans, puis il me semble que c'est clairotte, là, mais c'est jamais clairotte. C'est juste que la tige de seigle, c'est pas aussi costaud que les tiges de céréales avec lesquelles on est familière. Alors, apparemment, les seigles hybrides fourragés, c'est vraiment de la grosse paille. On en a de semé chez Daniel, fait qu'on verra avec l'hiver qu'est-ce que ça donne, mais des avenues peut-être intéressantes là, pour peut-être des paillis, de la paille ou peut-être des fourrages aussi. Donc, voilà. Mais là, tu sais, pourquoi là, je vous parle du seigle? Je trippe un peu sur le seigle, puis les céréales d'automne. C'est une photo que j'ai empruntée à Caroline. Hein? Hey, ça, c'est malade, là. Il y a des gens qui travaillent sur des wheatgrass vivaces. Il y a des gens qui travaillent sur du blé vivace, du seigle vivace. Il y en a une variété de blé vivace qui est sur le marché présentement. Kernza, je pense que ça s'appelle. Vous taperez ça sur le web. Fait qu'il y a des efforts qui se font pour faire des cultures vivaces. Et évidemment, les cultures vivaces ou les cultures bisannuelles, bien, c'est le système racinaire là, qui nous intéresse. C'est sûr qu'on
on est loin de ça avec le seigle. Là, ben moi, quand je suis dans le champ là, au mois de mai, puis non, mais c'est pas pire, là. T'es le 4 mai, là. T'es pas dans du maïs, il n'y a pas ça dans le maïs le 4 mai. Là. Fait que ce que j'aime du seigle, c'est la capacité d'injecter vraiment, de pomper beaucoup de carbone dans un système de production. Puis des fois, on est capable de le faire à l'intérieur de 2 cultures principales et en conservant nos rotations là, de base. Là. Donc, comme fourrage, ça, c'est évidemment 2019, catastrophe dans les céréales d'automne dans ma région, mais j'entends que c'est assez répandu. Moi, je suis dans le Québec tropical, pour ceux qui ne le savent pas, donc Montérégie-Ouest, puis le couvert de neige il est assez anémique, voire même inexistant. Je viens de Québec. Wow! Enfin, mais même à Québec, cette année, il n'y en a pas de neige non plus. Fait que, enfin, une chance, je suis déménagé dans le sud, au moins, je vais avoir un été. T'sais. Oui. T'en as, là? Oui, OK. Oui, vous autres, vous en avez tout le temps. Enfin, photo prise chez Normand Breton. Cette année, Normand Breton, producteur laitier à Saint-Alexandre, il me dit, Carl, il me dit, penses-tu que je devrais mettre une petite shot de 32 dans mon seigle, tu sais, pour mes vaches, donner un peu de torque? Ah, le seigle, ça a besoin de rien, là, tu sais. Ouais. On peut faire des erreurs. Tu sais, les agronomes ont droit à l'erreur. Fait qu'on voit très bien ici là, la ligne, là, à gauche, il a passé avec son pulvérisateur, avec des nitrobars, pour mettre une petite shot de 32. Ça coûte presque rien. Puis il a ramassé, je vais vous montrer les résultats un petit peu plus loin, il y en a eu pour son argent. Donc, comment on fait du seigle fourragé à l'intérieur de 2 cultures pour ne pas sacrifier une culture complètement ou un champ complètement au seigle? Bien, après la récolte de maïs en silage, puis là, d'ailleurs, ça, c'est une technique. Tu sais, David, tes clients, sur combien de laitiers que tu as, David? Puis il y en a combien qui font ça, les 15 producteurs? Ça dépend des années, mais 3-4. Pas plus, hein? Tu te poses-tu des questions, des fois? Oui, ce printemps, il y en a eu beaucoup. OK. Qui auraient aimé ça en avoir. Moi, la technique de mettre du seigle d'automne après du maïs en silage, je comprends pas pourquoi c'est pas tous les éleveurs laitiers qui font ça. Je ne catch vraiment pas. Comment? Oui, mais tu vas le chier sur ton seigle après, en octobre, là, un petit spread. Là, Enfin, je trouve qu'il y a trop de bénéfices pour se priver de ça. Mais je suis comme David, là, je suis à peu près au même taux d'adaptation. Ce n'est pas répandu sur les entreprises. Mais en fait, le principe, c'est qu'après le maïs en silage, donc, on sème le seigle. Au printemps, on le laisse aller en montaison. Puis avant la 3e, 4e semaine de mai, tout dépendant des années, bien, on fauche ça, puis on donne ça aux bovins. Fait que souvent, c'est un fourrage qui est plus pour les tares. Mais il reste que, en tout cas, cette année, on n'avait rien dans les champs. Ceux qui avaient du seigle étaient très contents, même si on avait juste des recouvrements de 50 à 60 %. Le peu qu'il y avait là, il valait vraiment, vraiment son pesant d'or. Fait que, il y a 2 façons d'extruire le chaume par la suite. On peut soit mettre du glyphosate ou on peut déchaumer. J'ai quelques photos à vous montrer. En général, suite à ça, la technique la plus conventionnelle, c'est de faire un soya semi-direct. Parce qu'en principe, ce qu'on apprend dans les cultures de couverture, là, les leçons de base, là, le Cover Crop 101, c'est qu'on ne fait pas de maïs sur un chaume de seigle à cause des maladies, à cause de ce qu'on appelle le green bridge, les maladies qui peuvent se transférer des racines du seigle qui est en décomposition vers le maïs. Donc, on essaie d'éviter le maïs, mais je vais vous montrer les photos tantôt, puis il faut des fois aller plus loin que ce qui est écrit dans les livres. Donc ça, c'est un exemple, l'automne 2017 chez Jean-Yves Robidoux à Saint-Alexandre, après son maïs en silage. L'année d'après, Jean-Yves, il a fait une bonne coupe de biomasse. Il a semé son soya. Ça, c'est la façon vraiment traditionnelle. On met du soya en semi-direct. Il faut faire du glyphosate pour péter le seigle. On n'a pas intérêt à attendre que le seigle soit trop parti. Là. Dès que c'est fauché, le seigle, c'est comme le chaume, c'est comme une paille, là, puis il boit le glyphosate instantanément. Dans ce cas-là, il avait laissé un peu pousser le seigle, mais ça n'a pas eu vraiment d'effet sur le rendement. Donc, un exemple, là, ça, c'est à la saison 2018. En 2019, chez Normand Breton, la première photo que je vous ai montrée tout à l'heure, Normand et Johan, la relève est là. Hey, respect. OK? 60 % de couverture au printemps, c'était vraiment merdique. Bon, mais on a quand même récupéré ce qu'on pouvait récupérer de fourrage. On a mis 40 unités d'azote avec du 32, puis avec azote,
14,3 % de protéines. Sans azote, 12 % de protéines. Puis là, l'autre jour, à ma réunion de club, il y avait Patricia Leduc. Vous connaissez Patricia Leduc? Elle a toujours quelque chose à dire. Là, elle dit, Carl, elle dit, l'année prochaine, avec ton 32, rajoute aussi du soufre. Parce que c'est sûr que sur la protéine, on va le rentabiliser. Fait que l'année prochaine, pour les producteurs laitiers, on va avoir 32 et avec une petite shot de soufre pour vraiment booster les protéines pour la qualité. Et évidemment, plus de biomasse avec azote que sans azote. Fait que ça va devenir une pratique plus courante là, pour ma clientèle. Donc, et une fois que le seigle d'automne a été récolté l'année passée, bien, Normand, il a fait plusieurs choses. Là. Entre autres, il a ressemé du blé pour se faire du fourrage, parce que, comme diraient les producteurs laitiers, on couraille pas mal la salade en 2019. Là. On ramassait tout ce qui poussait n'importe où. Il a évidemment fait du pois fourragé et il a aussi fait du maïs grain en semi-direct. Fait que je vous présente ça. Fait que ça, c'est la fameuse photo de tantôt. Fait qu'on voit bien l'effet de l'azote. Hein, Carl? Puis on voit bien aussi que c'est... Là, ça, c'est la belle partie du champ parce que par là, c'était plus triste. Là. Donc, y a-t-il quelqu'un qui prend mon temps? Parce que... Ah! Personne prend... Je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions? Fait que donc, juste pour revenir un petit peu sur ce que Normand a fait avec le pois fourragé en semi-pur, belle biomasse, mais au niveau de l'alimentation, du cheptel dans le silo, ils ne referont plus ça. C'est clair qu'on va mixer ça, pois fourragé avec une céréale, avoine fourragère, avoine, peu importe. Juste du pois dans le silo, quand tu arrives pour soigner ça, il y a des contraintes. Si vous voulez leur parler tantôt, ils sont là. Et donc, on va rajouter une graminée là, dans le mélange. Et en 2020, on va rajouter du soufre là, pour augmenter la protéine du seigle. Bon, fait que qu'est-ce que le pois fourragé avait l'air au 22 juillet? On était bien contents. Ça, c'était le blé qui avait semé, encore une fois, pour se faire des fourrages d'urgence. Et c'est le maïs. Fait que dans les livres, on dit « Faites pas de maïs sur du seigle ». Je suis obligé de vous dire que là, c'est pas la première année que je vois du beau maïs sur du seigle. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, on a exporté la biomasse aérienne. On a sorti vraiment beaucoup de stock du champ. Il reste juste les racines, puis une partie de chaume, une partie de la tige. Puis, en tout cas, ma perception, c'est que, parce que je n'ai pas juste chez Normand, j'ai ça aussi sur une autre entreprise. Au 8 octobre, les épis, ça avait vraiment de la gueule. Là. Puis là, on ne le voit pas bien, là, mais l'agrégation du sol, là, c'est... là, Jean-François, on est en semi-direct ici, OK? Ouais. Mais il y a eu des herbicides, mais on est en semi-direct. Mais le sol portant, vraiment, le contrôle de mauvaises herbes a été facile. Tout a bien été. J'ai un autre exemple chez Jean-Yves qui est... Il est où, Jean-Yves? Es-tu parti? Il vient de partir. Ah! Son heure de gloire. Oui, c'est ça. Une assez bonne survie du seigle, supérieure à chez Normand. C'est la même région, mais bon, les effets de l'hiver. Il a récolté, évidemment, son seigle d'automne en fourrage. Et... Pardon? Je le dis à tout le monde depuis un matin. Un peu gênant. Bon, après, la différence de Jean-Yves, c'est qu'il a mis du lisier avant sur le chaume de seigle, puis il a déchaumé, puis il a semé un Pioneer. On est rendu le 4 juin, il est tard. Fait qu'au printemps, mai 2019, c'est ça que ça a l'air. Fait que là, dans le fond, il fallait que la personne regarde la caméra puis fasse ça en même temps. C'est quand même une certaine contorsion. Lui, il a déchaumé. Ça avait l'air un peu le bordel au printemps. Bon, il y avait des chaumes de seigle, tout ça. Mais vous allez voir les résultats. Fait qu'encore une fois, maïs sur chaume de seigle. En tout cas, en 2019, je ne peux pas dire que ça ne marche pas. Puis c'est sûr qu'on va le refaire, c'est sûr. Nous autres, quand on nous dit qu'il ne faut pas le faire, on ne le fait pas juste une fois, on le refait. On ne parlera pas énormément de la technique du pays parce que je n'ai pas d'observation en 2019, sauf un cas. On va revenir un petit peu rapidement sur la technique. Est-ce que les gens connaissent la technique de semer du seigle puis de semer sur du pays? Levez votre main, ceux qui sont familiers. Oui, quand même. Donc, on sème évidemment idéalement en septembre du seigle d'automne. On est sur un retour de, peu importe, pois ou soya, peu importe. L'année d'après, évidemment, le seigle décolle. Après ça, il tombe en montaison. On le roule. Ça, c'est un rouleau FACA. Justement, un rouleau dont les devis sont disponibles sur le web. Après ça, on sème du soya là-dedans. Puis, c'est le pays qui fait le contrôle des mauvaises herbes.
Puis quand ça va bien, « Hey Camille, c'est une de tes photos. » Oui. Camille, à maître de ce temps-là, elle est super fine. Donc, ça, c'est quand ça va bien, c'est comme ça. En 2017, je reviens un peu sur l'historique, on va chercher 2,4, 2,9 tonnes à l'hectare de soya sur des pays de seigle. Là, j'ai mis, j'étais vraiment dans les... Moi, mon club, c'est une Macédoine, puis il y a des bio, puis il y a des conventionnels, il y a du no-till, il y a du, tu sais, il y a même des moutons. Ouais. Fait qu'à cette heure, quand je fais des PowerPoint, quand c'est bio, bien, je mets comme agriculture biologique. Fait que ça, c'est des données en bio. Puis dans le réseau d'essais qu'on avait sur rouleau crêpeur en 2018, bien, il y avait aussi un producteur conventionnel avec herbicide. Fait que on a une baisse de rendement, je ne vous le cache pas, mais il y a quand même beaucoup d'avantages. Pensez à toute ma pompe à carbone puis mon carbone que j'injecte dans le sol. Fait qu'on continue de persister. Fait que, mais on a un peu dératé. Fait que là, on a déliré un peu sur d'autres systèmes de soya, de plantes intercalaires que je vais vous présenter. Mais en 2019, j'en avais un champ sur pays roulé. Ça, c'est le champ à Alexis, le 15 août 2019, vol de drone. Ça paraît pas très bien, mais la biomasse n'est pas tellement au rendez-vous. Là, on est tard en saison parce que... on n'a pas fait de vol de drone de bonne heure, Jeanne, là, cette année, on dirait. Non, on s'en rappelle plus. Anyway, on est le 15 août. Jeanne aussi est très gentille. Oui. Le 15 août, c'est le vol de drone. Fait qu'on voit le champ est tout à fait hétérogène. Le pays de seigle n'était vraiment pas au rendez-vous au printemps. Donc, vous le savez, j'étais en vacances la première semaine de mai l'année passée. Quand je suis revenu, là, c'était le plan B. Là, on avait décidé, Alexis et moi, le 19 avril, on a vu le champ de seigle qui était bon à 60 %. Là, on s'est dit, hey, c'est chiant, là. Là, on va virer le seigle, puis on va se mettre à hercétrie ou sarclage. On va être obligé de passer l'été à travailler là-dedans. Puis j'ai dit, je pense qu'on a un contrôle de mauvaises herbes à 60 % du champ. Là. Fait que ça vaut-tu la peine de tout revirer ça? C'était un champ qui était sur un historique un précédent évidemment de soya. Puis historiquement, il y a eu quand même plusieurs années de foin. Fait que la fertilité est quand même pas mal au rendez-vous. Fait que là, je me suis dit, bon, on a déjà essayé de mettre du seigle d'automne au printemps dans des champs pour faire un pays qui ne monte pas. Parce que du seigle d'automne, semé au printemps, il fait juste de la feuille. Il va taler. Fait qu'on s'est dit, on va aller patcher, là, puis ça n'a pas été long. Là. Alexis, il bang 2-3 téléphones, va chercher du seigle, il a son sulky. Hey, ça va vite, là. C'est 20 hectares à l'heure que tu fais avec un sulky. Ce qu'on ne savait pas le 19 avril, c'est que c'était le pire ever printemps à vie de merde. Là. Il fait fret, ça ne pousse pas. Fait que là, je pousse mon X. Fait que là, dans le fond, on a patché le 19 avril à la volée en se disant, bien, dans les trous, le seigle, il va s'implanter. Il va quand même couvrir les zones pas de pays. Puis on va être capable d'aller semer en semi-direct notre soya, puis le contrôle de la mauvaise herbe va être assuré. Fait que la séquence, ça a été, on a mis le 19 avril le seigle, on a semé du soya le 7 juin, puis on l'a roulé ce qu'il y avait de seigle, ce qui était le 21 juin, parce qu'on a roulé le seigle, parce qu'on peut, deux façons de faire. On peut rouler le seigle avant le semis du soya ou après le semis du soya. Dans ce cas-là, on a préféré le rouler après. Et finalement, on s'est trouvé à sarcler ça en juillet, parce que, je vais vous montrer des photos, là. C'est un fail, là. C'est 1 tonne à l'hectare qu'on a ramassé. Voici en photo. Donc, le 21 mai, on voit les trous. Évidemment, on le sait, c'est des terres qui ont besoin d'égouttement. C'est des choses qu'on veut faire. Ce n'est pas des terres qu'on part nickel. Fait que le seigle est tout à fait hétérogène. On a giclé mais là, malheureusement, il y a un peu de seigle qui lève, mais dans les dépressions, dans les pires spots du champ, il n'y en avait pas de seigle. Fait que, ne reculant devant rien, Alexis a conçu lui-même son rouleau, n'est-ce pas? Fait que, comment ça t'a coûté, Alexis? Ça a coûté à peu près, parce que le rouleau, il était déjà existant, mais j'ai rajouté à peu près le double de fer dessus. Oui, il est 2 fois plus lourd, là. Ça a coûté à peu près 3 000. Bon, fait que, tu sais, dans le fond, ça l'a occupé. Puis son père, tu sais, ça a occupé son père, tu sais. Faut optimiser les ressources. Fait que le 26 juin, après le roulage, on le voit, là, il y a des zones vraiment enherbées, c'est de la mauvaise herbe, Puis des endroits, tu sais, les feuilles larges, ils décollent. Le soya, 22 juillet, on n'est pas très, très développé.
et 1 tonne à l'hectare. Fait que là, 1 tonne à l'hectare, il y a 2 façons de voir ça. Il y a c'est soit, on peut sortir 3 tonnes en bio, fait que c'est soit 2000 $ de perte de revenus, ou l'autre façon que je vois, c'est comme l'équivalent de 2 tonnes hectares de soya conventionnel. Fait que dans le fond, on a perdu, mais il y a un peu de revenus. C'est sûr qu'on mange l'argent, puis c'est sûr que si c'était à recommencer, probablement qu'on le ferait, parce que dans une saison normale, le seigle d'automne, il aurait décollé pas mal mieux que ça. Il aurait dû être dans sa zone d'adaptation. Et là, je sens Thomas qui veut intervenir. Vas-y, mon Thomas. Le seigle était-tu une vraie technologie au printemps? C'était les ronds comme rien, là? Oui, j'en avais autant que Le nouveau seigle, il y en avait, mais il était anémique. Il était chétif. Tu sais, le seigle, quand ça décolle, c'est rouge, puis ça prend du temps avant de verdir. Là, écoute, on le regardait aller, on dit, Esti, il va-tu pousser, là? Là, j'ai sacré devant la caméra. On coupe au montage. Mais le seigle, il n'a vraiment pas torqué. Vraiment pas torqué. Chez Daniel, ici, autre approche. Daniel aussi est intéressé par le système de rouleau crêpeur, mais là, depuis 2 ans, ce qu'on essaye, c'est de semer du seigle au printemps, comme intercalaire, sous-jacente, qui va contrôler l'entre-rang. On a 2 années d'essai. On a déjà présenté des résultats l'année passée. Puis le résultat, il remonte à l'automne 2017, où... Y en a-t-il qui se rappellent de cette photo-là? Levez votre main. Je veux voir qui a... Hey, wow, on change de clientèle. Ouais, toi, tu t'en rappelles. Écoutez, on a présenté ça l'année dernière. En fait, on avait mis du seigle d'automne par hélicoptère dans du maïs grain. Puis, on avait eu une implantation, qualifions-la de correcte, mais discutable. Ça veut dire que je ne me mouille pas, là. On a eu un gros effet des vers de terre. Parce que Daniel est en semi-direct, la population de lombric est importante. Dans du maïs, on est au mois d'août. On envoie le seigle à terre, puis les lombrics, bien, ils s'étirent le bras, puis ils ramassent. Puis, ça avait l'air un peu de ça, dans le fond, là, parce que ce qu'on avait, c'était des touffes de seigle dans le champ, et non pas une couverture de seigle. Fait que notre idée, c'était de faire du soya sur du seigle roulé, mais là, avec une implantation hétéroclite, c'est vraiment pas le genre de pays qu'on cherche. Donc, ne reculant devant rien, Daniel, là, je vais faire grâce de l'ensemble des interventions. Ce qu'il faut retenir, c'est que Daniel, au mois d'avril, le 7 avril, il dit non. Il dit là, j'ai pas de seigle, là. Je vais semer du seigle en semi-direct dans le chaume de maïs. Puis, il va juste faire de la feuille. Puis, il a semé en laissant des bandes non semées pour aller mettre son soya. C'est ça l'idée. Le problème, c'est qu'il l'a semé le 7 avril, son seigle. Puis, à cause du printemps, puis le sol n'était pas travaillé, etc. On n'a pas des printemps particulièrement hâtifs dans les dernières années, je ne sais pas si vous remarquez. On a semé ça le 9 juin. Mais le 9 juin, le seigle était beaucoup trop développé. Puis, c'est ça que ça avait l'air. Donc là, on est le 27 juin 2018. Puis ça, je pense que ça a été présenté l'année passée. Fait qu'on voit le soya qui essaie de se développer dans un pays de seigle qui est quand même parfois très costaud. 2018, grosse sécheresse chez nous en juillet, comme cette année d'ailleurs. Fait que le soya, il y a vraiment, il en a arraché. On avait du soya extrêmement chétif, donc 1,8 tonnes à l'hectare. Fait que c'est loin d'être le succès. Encore une fois, il nous manque des revenus. Et donc, Daniel décide, OK, 2019, on va faire ça un petit peu autrement. Là, il était patient, il a semé le 14 avril son seigle. 7 jours plus tard. Mais Daniel ne pouvait pas deviner qu'il ne serait pas capable de semer avant le 12 juin son soya. Parce que... fait qu'on se retrouve un peu dans une situation analogue. Par contre, ça me prendrait 1 heure pour vous raconter cette parcelle-là, parce qu'il y a eu des bandes à différentes dates de semis de seigle. Fait qu'on a du seigle semé le 14 avril, on a du seigle semé le 30 avril, puis on a aussi des bandes d'avoine qui ont été semées. Et tout ça dans l'idée de faire un semis intercalaire. C'est toujours le même principe, là. On a une plante de seigle implantée avec 3 rangs, puis là, on laisse un rang de libre, donc on est au 30 pouces. Fait qu'on va aller mettre le soya éventuellement ici. Fait que là, Daniel, son plan, c'est on passe le pluribus, qui est une espèce de travail en bande, on déchaume, après ça, on passe les tasses résidus, on déblaye un peu la surface, puis on sème le soya là-dedans.
Mais malheureusement, ça c'est le pluribus. Cette photo-là, c'est juste pour vous montrer que toutes ces techniques-là de génie végétal, j'appellerais, là, avec des cultures de couverture, compagne, c'est chirurgical. C'est que tu n'as pas le droit à avoir des erreurs d'écartement puis d'espacement puis tout ça. Puis ici, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on avait semé sur un retour de maïs qui avait été sarclé, parce qu'on était en production bio. Puis ça a été dur pour le semoir de garder son... Il valsait un peu sur le billon. Là. Fait qu'on n'avait pas toujours nos bandes quand on est arrivé pour semer le soya. Des fois, il était plus proche de la bande de seigle, puis il n'était pas tout à fait au centre. C'est niaiseux, hein, mais on est capable d'aller sur Mars. Bon, en tout cas, pas nous autres, là, mais il a envoyé du stock là-bas. Là. Fait que c'est sûr que c'est juste du technique, là. Puis c'est juste des interactions, plante compagne, plante principale. C'est juste ça qu'il faut gérer. Fait qu'on se retrouve encore cette année, on le voit bien, là, le semis, il n'est pas centré au centre de la bande du pluribus, mais c'est des choses qui peuvent se gérer. Ce qu'on ne peut pas gérer, c'est de prévoir que ça a pris 2 mois avant d'être capable de semer le soya, parce que c'était pas ça le plan. Fait que là, Daniel, il fait rouler le hamster, puis là, on a utilisé le Buffalo Stock Chopper à Jonathan Verhagen, qui est ici. Jonathan? Fait que on a utilisé moi j'appelle ça le BSC, c'est bien plus rapide à dire que Buffalo Stock Chopper. Puis Daniel a fait son prototype de rouleau crimper pour aller sur le rang. Fait qu'on travaille là-dessus. Puis on a vu M. Thibodeau qui est venu nous voir. Es-tu là, M. Thibodeau? Es-tu parti? Il est là, Michel. Ah, il est là, Michel. Oh, il est là, Michel. Fait que ça, donc, c'est un prototype de rouleau qu'on a essayé pour ralentir. On a fait des observations très intéressantes dans l'avoine. Quand on a roulé dans l'avoine, on a dit « Wow! » C'est ça que ça avait l'air. On avait crimpé l'avoine, c'était vert. On est là, 16 juillet. Là, Daniel puis moi, on se dit « On n'est pas hot pantoute. » Parce que l'avoine, on l'a vu, si elle n'est pas mature, elle n'est pas ligneuse, elle va se décomposer rapidement. Puis ça s'est essoufflé rapidement, puis ça s'est enherbé. Fait qu'il a fallu, sarcler ça, année de sécheresse, grosse misère. Daniel n'a même pas récolté. Il pourra vous en parler. Là. Moi, je n'embarque pas là, c'est trop déprimant. Fait que, mais on commence à connaître les paramètres. Puis Muriel Bournival, dans le club du CETAB, le fait. Elle a un producteur qui réussissent à semer en simultané. Fait qu'il y a des initiatives qui sont fonctionnelles. Nous autres, on est comme tombés sur 2 années, je ne sais pas si c'est atypique, là, ou... Je pense qu'il y a des ajustements à faire, clairement. J'ai pas trop le temps parce que j'avance. Bon, là, on reste dans le seigle. Fait que là, on veut essayer... On a essayé l'hélicoptère. On trouve... c'est un peu discutable. Fait que là... moi, j'utilise jamais Facebook. Jamais. C'est moi qui ai trouvé le nom de Culture de couverture Québec, mais j'y vais jamais. Je ne suis vraiment pas un utilisateur. Mais là, quelqu'un m'a dit, là, je cherchais une trémie à haut dégagement pour aller mettre du seigle dans du maïs. Je lui ai lancé la question sur la communauté. Hey, ça a pris 15 minutes. Il y en avait un quasiment dans le cour arrière. Je ne savais même pas qui était là. C'était un voisin d'un client. Fait que ça, c'est Nicolas Curengès. Fait que un row gator avec une trémie pressurisée. On est allé mettre le 30 août du seigle dans du maïs. Toujours dans l'idée d'avoir une belle implantation de seigle pour faire du soya en semi-direct. Puis ça a vachement bien marché. On est très content du row gator. Le dégagement 48 pouces, c'est un petit peu... Ouais, Daniel, c'est un peu border, mais selon Pioneer cette année, quelqu'un m'a rapporté ça, c'est Geneviève! Elle est contente. Non, je suis nerveuse. Tu m'as rapporté que Pioneer avait établi que 2019, le maïs était un peu étiolé par rapport aux autres années, un effet de la saison un peu plus haut. On avait observé aussi qu'il était plus haut cette année le maïs, puis Jean-Marc Petit, qui est chercheur chez Pioneer. Là, mais Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est qu'il a observé que cette année aussi, à cause de la température, il y a une élongation plus grande. Fait que possiblement, avant de modifier la machinerie, peut-être une... Oui. Mais là, de toute façon, on ne modifiera pas ça, c'est pas à nous autres. Là. Fait on va le laisser de même. Là, mais tu sais, en tout cas, je veux dire, la technique, c'est juste encore la technique. Là, on va y arriver. Puis on attendait tout le temps, il n'est pas là, Mike Verdonck, mais il était supposé nous la fournir, la régine, mais il ne l'a jamais amené. Là. Pour finir, quand même, une belle photo. Ça, c'est chez Alexis Varidel. Fait que ça, c'est du seigle d'eau. Hey, c'est beau, là. Ça, c'est canon.
Oui, ça, c'est un beau seigle établi à la volée, la technique que nous, on préconise. Tu veux dire celle-là ici avant? Ça, on estimait ça fort, là, genre 160, 180 kilos à l'hectare. Je te dis ça de mémoire. Je pense que c'est correct, oui. Ouais. Donc, ça, c'est évidemment du seigle qui va, si ça va bien, il va virer en pays l'année prochaine, puis on va essayer de faire du soya bio, sur un retour de soya bio. Moi, j'ai aucun problème à aller faire un soya semi-direct bio sur du soya l'année précédente. Je trouve qu'entre les deux, il y a une culture. Ça ne compte pas. C'est une rotation. Pour moi, c'est une rotation. Les Cossers, ils n'ont pas l'air en désaccord avec ce que je pense. Voilà. C'est fini. Là, je vais comme faire. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Carl? Là, je vais me mettre ici. Répète. Mon X. Là, 4 heures. Ouais, on n'a pas beaucoup de temps pour des questions. Fait que, madame ici, qui était très tranquille aujourd'hui. Toujours tranquille. Je voulais savoir pour le seigle, pour faire du fourrage, vous faites absolument humide, est-ce que vous mettez sur les silos ou ça pourrait se faire en ballon enrobé ou les gars pour les balles aussi? Les gars font des balles, puis. Mais non, ouais, vas-y donc, Johan, répondons à la question sur la récolte de l'ensilage. C'est peut-être plus préférable en ensilage par rapport à la tige. C'est assez difficile pour les machines de comprimer la tige. La paille est ligneuse, si on veut dire. Jean-Yves aurait pu mieux vous répondre, mais il a quitté. C'est mon voisin, il a eu l'occasion de le faire en ballon, puis ça a été assez compliqué. La conservation a été vraiment difficile parce qu'il y avait trop d'air dans ses balles. Moi, je le fais en ensilage, puis je me dois de le faire hacher quand même court et humide. Ça fonctionne bien, mais si c'est haché trop long et un peu trop sec, là, ça se met à chauffer. Ça peut très bien fonctionner. Il faut juste prendre ça en considération pour la compaction en balle. Peut-être avec une grosse presse à balle carrée qui fait des balles vraiment très denses. C'est peut-être comme ça qu'on fonctionne. Même si tu le fais sécher plus ou non? Le faire sécher Ou en vous le mai, je pense récoltez que ça va être peut-être un défi rapidement. quand même. Si on le fait sécher en mai, ça va être quand même un défi. Ouais. Ben, en sec, ça peut sûrement très bien fonctionner, mais en début d'année comme ça, C'est juste la pétence à un moment donné. Peut-être. Oui, la pétence va dropper. Là. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis du seigle de printemps dans mon seigle d'automne. Du seigle de printemps dans le seigle d'automne. Yes. OK. À un moment donné, il y a une différence entre les deux. Ça change. Oui. C'est sûr que les rendements n'étaient pas comme j'aurais voulu. Le printemps, il manquait tellement de semences partout. On s'est débrouillé avec ça. Là. J'ai mis du seigle de printemps pour m'amuser. Le patché. Ah oui, j'ai bien failli scraper mon champ bien des fois, là, mais ça a marché. Parfait. Il y avait du seigle qui m'avait aux épaules. Oui. Oui, tu as mentionné, dans le fond, en fait, tu nous as montré des images un peu de drones pour évaluer la survie. Est-ce que c'est quelque chose que tous tes producteurs voyaient qui est rentable d'une certaine manière? L'utilisation de drones pour établir les pourcentages de couverture, c'est quelque chose vers laquelle j'aspire éventuellement, mais rentable, les drones sont abordables maintenant. La réglementation a changé. Si on a des drones à plus petit, à poids inférieur, c'est plus facile à les valoriser. Et on utilise encore on parcourt les champs à pied pour établir. La rentabilité de faire un vol de drone, je pense qu'elle serait là facilement. Oui, sans problème. Pardon? Geneviève a un projet là-dessus. Le cube, là, pour moi personnellement. OK. C'est moi l'agronome contre la machine, puis on a encore de la place pour nos jobs. Tu ne veux pas te faire remplacer par la machine? En fait, la limite au niveau du drone, c'est la résolution d'image. Nous, c'était pour faire des survies de blé, d'automne, de céréales d'automne au printemps. Et puis, tu es capable de savoir si c'est un couvert, mais Ça pourrait être de la mauvaise herbe aussi. là, après ça, tu as tes hauteurs aussi pour voir vraiment être capable de donner un compte rendu plus juste. Là. Ça prend les deux. Là. Puis finalement aussi, quand tu arrives, il faut que tu traites l'image, tout ça. C'était plus vite fait. C'est pas instantané, c'est pas instantané, De faire non. des cotes, d'arriver avec ça. J'imagine que c'est encore plus intéressant quand tu en as très grand. Ouais. On pourra en parler longtemps, mais M. Alix avait une question. Mon semis de seigle avec le rouleau
il était... C'est une très bonne question, je pense, Daniel. Il y en avait... Ouais. On a fait 2 bandes au Rogator. Il y avait une bande qui avait été déchaumée. Ça, c'était une rotation qui a été fuckée. Là. Ça devait être du soya sur du maïs. C'est devenu du maïs sur du maïs. Puis là, Daniel, il a déchaumé une partie au printemps, puis l'autre qui était en semi-direct. Puis je pense pas... Toi, tu l'as battu. Là, y avait-tu une différence d'implantation? Il y en avait un peu plus dans la partie travaillée, mais c'était Pas tant que ça. C'était quand même... Fait qu'il y avait du semi-direct, puis il y avait du déchaumé, puis il y avait une implantation... Oui. Une dernière, oui, Vicky, puis François, oui. Tu vois, l'année passée, en 2018, on a semé... on dit que Je me rappelle très bien qu'à l'automne 2018, on avait dit que c'était merdique comme environnement. Il mouillassait tout le temps. Je pense qu'il y avait 70 mm de précipitations à la station météo de l'Acadie. En octobre 2019, il y avait 210 mm de précipitations. Les fenêtres de semis étaient merdiques. En 2018, on avait semé in extremis. Là, on avait des champs, je pense, le 16 octobre, qui avaient été semés. La différence, impérativement, il faut que le seigle germe. C'est la seule chose que tu exiges. Quand tu fais du grain, ça commence à être vraiment border parce que ton augmentation de rendement par rapport à des céréales de printemps va venir du fait que tu as semé tôt, tu as une bonne biomasse, puis ça s'implante bien. Quand tu veux faire du pays ou des affaires comme ça, c'est un peu moins critique, mais ça serait préférable, pour avoir des meilleurs rendements, de le semer en septembre. Mais ça va marcher en octobre pareil. C'est la qualité du pays, elle va peut-être être un peu moins costaud. Il y en avait une dernière, je pense. Ah oui, François, oui. Dans ton implantation de seigle dans le maïs, qu'est-ce qui explique d'après toi qu'une année, les vers de taille ont tout ramassé, l'autre année pas? C'est une question de pluviométrie après le semis? Moi, je pense, je ne sais pas, il faudrait se remettre un peu dans le contexte. C'était 2 fois des champs de maïs. Est-ce qu'il y en a un qui était plus enherbé, il y avait plus de miam-miam pour les vers de terre, puis quand on a mis le seigle, ils ne l'ont pas vu? J'arrive pas à... Mais là, moi, j'ai une idée, là, c'est que pour les lombriques, là, ça fait longtemps que je dis que je veux le faire, puis j'aimerais ça que quelqu'un le fasse. Là, je vais coater ma semence de seigle avec du wasabi. Ils vont chier mou. Parce que je sais que le wasabi, c'est du réfort. Du réfort, c'est un crucifère. Puis je sais que les lombriques n'aiment pas trop le radis. Ils ne ramasseront pas trop le radis là, dans leur... Il y a quelque chose. Puis là, en plus, ils vont se piquer. Ouais, fait que je vais... Mais je peux pas répondre à ta question, mais je vais leur mettre du wasabi. Certain que ça n'en prend pas beaucoup, là. Un petit peu, une cuillère à soupe de wasabi notre ami. Là, on se met un masque parce que ça peut monter au nez. Là. Voilà, fait que c'est tout. Alors...